OK. Bienvenue tout le monde. C'est notre première session, c'est notre premier webinaire sur les vannes. Puis peut-être dans le futur, on va en faire d'autres. Juste pour vous laisser savoir, je donne la formation aujourd'hui en français, ou je devrais dire en franglais, parce que assez souvent, je m'excuse assez souvent, j'utilise des anglicismes. Mais je fais ça aujourd'hui en français. Puis demain, ça va être en anglais aussi. Je vais faire une autre formation demain en anglais. OK, si c'est correct pour ça, on va commencer. Justement, je voulais vous laisser savoir, la manière que j'ai fait le cours aujourd'hui, j'essaie de ramener tout le monde à la base. Aujourd'hui, on y va tellement loin dans nos sélections, on est tellement loin, on est parti de la base, on est rendu tellement loin. J'essaie de ramener tout le monde un petit peu à la base, juste pour vous donner des idées. Il y a peut-être d'autres choses qu'on devrait regarder avant qu'on fasse des sélections. En résumé pour aujourd'hui, on a coupé la présentation, on l'a fait en trois parties. Base de sélection pour les vannes, les critères qui sont importants dans soit ça peut être des joints toriques, ça peut être des joints à l'intérieur des vannes. On va regarder ces différents éléments-là. Puis aussi, c'est quoi le fonctionnement de la vanne? C'est-tu carrément ouverture, fermeture? C'est-tu des contrôles de flow, etc.? On va passer beaucoup plus en détail un petit peu plus loin. Mais c'est comme ça qu'on devait couper la présentation aujourd'hui, c'est coupé en 3 morceaux. Bon, premièrement, c'est tellement important, puis je ne peux pas le dire assez souvent, il faut connaître le système au complet. On ne peut pas faire une sélection d'une vanne dans une petite partie de notre système sans savoir le système au complet, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi les produits, c'est quoi les températures, c'est quoi les pressions, c'est quoi le média qui passe à l'intérieur. Il faut vraiment savoir tout sur notre système pour être capable de faire les bonnes sélections des vannes. En tout cas, c'est parce que comme concepteur du système, vous deviez comme responsable des sélections que vous allez faire. Et c'est à ce point-là, on veut s'assurer qu'on fait les bonnes sélections la première fois. On ne veut pas faire des erreurs. Les erreurs, ça peut coûter très cher pour les propriétaires des systèmes. Ici, au début, je l'ai coupé on a coupé la première section en 2 sections. Les caractéristiques des applications. Parce qu'aujourd'hui, les systèmes sont rendus tellement dangereux. Il y a tellement de produits qui passent à l'intérieur dans nos systèmes. Ça peut être dangereux pour le monde, ça peut être dangereux pour l'usine, ça peut être dangereux pour l'environnement. C'est pour ça qu'on a coupé en deux parties. Caractéristiques des applications et caractéristiques des composants. OK? Dans les applications, regarde bien, les températures élevées, il faut regarder les températures, les pressions élevées, okay? Les différents fluides qu'on va trouver dans ces systèmes-là, la compatibilité chimique. Ça devient, avec les médias qui passent à l'intérieur, ça commence à être des points très importants. Okay? L'environnement externe, très important aussi. Okay? Ça, c'est toutes des sections qu'on va regarder un petit peu plus en détail. Après ça, les caractéristiques des composants, le type et fonction des composants, okay? La qualité du produit, les diamètres, le type d'opération, la capacité du débit, très important, le flow, la capacité de flow de nos valves, très important. Les différents types de garniture, les matériels de construction, durée de vie d'une valve. C'est une valve qu'on a besoin, il va fonctionner une fois par minute, il va fonctionner une fois à l'heure ou il va fonctionner une fois par seconde. Il faut regarder ces affaires-là, ça rentre directement dans la durée de vie d'une valve. Puis le coût d'entretien. Si on regarde le coût d'entretien d'une vanne, c'est une vanne qui est installée à l'intérieur de notre usine ou bien c'est une vanne qui est installée, c'est 1h30 par l'hélicoptère pour aller faire de l'entretien. C'est des points très importants. OK. Quand on sélectionne une vanne, la première chose qu'on faut faire, c'est de regarder c'est quoi la fonction qu'on a besoin. C'est-tu carrément on ouvre un système, on ferme un système.
est-ce qu'on a besoin de contrôler un débit? Est-ce que c'est pour protéger contre un excès de débit, un excess flow valve, mettons? Ou c'est-tu pour une surpression d'un système? On veut protéger le système. Ou bien, puis toujours en premier, on pense toujours protéger le monde. OK? C'est bien important. Il faut protéger le personnel qui sont là. Ou bien, est-ce qu'on a, c'est une vanne pour, justement, pour diriger un flow, soit un check valve pour diriger, sélectionner une direction pour le flow de notre média. OK? Après qu'on a trouvé la fonction de notre valve, on a besoin de regarder en partant, c'est qu'on va regarder les pressions, température. Très important. Puis les gens, ils oublient que plus que la température monte, plus la capacité de la pression va descendre. OK? Ici, j'ai installé 2 chartes. Mais tu as une charte ici, puis tu as une table ici. Ça, c'est les façons que vous allez voir indiquées dans les brochures, okay, les fonctions de pression, température. Mais vous voyez pour celui-là ici. Ça, c'est juste une petite table qu'on a faite. Avec celui-là, regarde, on voit les températures, puis on voit les pressions de travail. Nous autres, chez Swagelock, quand on vous donne des informations, c'est toujours par rapport de la pression de travail. Okay? Ce n'est pas la pression maximum, c'est la pression de travail. Le facteur de sécurité, il est déjà pris là-dedans. OK? Comme avec celui-là, dans celui-là, on parle de moins 20 à 200 degrés. Ce valve-là va être bon pour 1000 livres. OK? Mais un coup qu'on atteint 450 degrés, la même valve est capable de prendre seulement 800 PSI. OK? C'est une bonne différence. OK? Puis, ça peut être la différence entre une vanne qui va fonctionner pendant longtemps ou une vanne qui va fonctionner pendant très peu de temps. OK? Là, on le voit, ça, c'est une autre manière, ça, c'est un autre charte pour une autre vanne. Comme vous voyez, ça, c'est une vanne qui marche à 6000 livres. OK? Il était testé. Celui-là, la ligne que j'utilise, cette ligne-là, c'est quand même, c'est pour le stainless, 316 stainless. OK? Avec celui-là, OK, vous voyez que c'est une vanne qui commence à 6000 livres. C'est 6000 livres jusqu'à 100 degrés Fahrenheit. OK? 100 degrés Fahrenheit, puis après ça, un coup qu'on dépasse le 100 degrés, regarde, vous voyez quand même que la capacité de pression descend avec la température jusqu'à temps que je touche 500 degrés. OK? À 500 degrés, j'ai une capacité de pression de 4000 livres. Mais par contre, c'est une valve qui a un rating de 6000 livres. Oh, c'est un peu. Ici, il y a un rating de 6000 livres. Mais à 500 degrés, il va avoir une capacité de pression de seulement 4000 livres. C'est énorme comme différence. Puis c'est pour ça que la température, c'est la première chose, pression-température, c'est la deuxième chose qu'on regarde après la fonction. OK? Très important, savoir la température de votre système. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire des sélections des vannes sans savoir le système au complet. Okay? Ça, je ne peux pas le répéter assez souvent. Il faut savoir le système au complet pour être capable de faire les meilleurs choix. OK? Excuse-moi. OK. Après ça, le fluide. C'est quoi le fluide qui passe dans notre système? OK? Puis comme je dis, les fluides sont rendus tellement dangereux. C'est soit des fluides qui sont dangereux pour le monde, ils sont dangereux pour l'environnement. Ça peut être des gaz qui sont excessivement toxiques. Il faut vraiment savoir c'est quoi dans notre système. J'ai mis là-dedans, j'ai mis deux petits exemples, des exemples réels qu'on a déjà eus chez nous à Montréal. Celui-là ici, c'est un petit ball valve qui vient être installé dans un système d'oxygène à très haute concentration. Oxygène, c'est quand même un gaz très particulier et très dangereux. Souvent, le monde, ils ne savent pas que l'oxygène, c'est si dangereux que ça, mais c'est très dangereux. Dans la première photo que vous voyez ça ici, ça, c'est une installation en réalité, c'est un plug valve. C'est un plug valve qui est comme une vanne à billes, ce qui est installé dans le système oxygène. Mais le fait que ça ouvre et ça ferme tellement rapide, ça fait des étincelles à l'intérieur du système, puis ça fait justement du dommage. Comme vous voyez, il n'y a plus rien à l'intérieur. Il y a tout ça, cette valve-là, il a sauté à cause d'un arrêt très brusque.
OK? Comme dans les systèmes, ça peut être un système d'oxygène, ou qu'on ne veut pas avoir une valve qui ouvre et qui ferme très rapidement. On aime mieux d'avoir quelque chose qui ouvre et ferme lentement. Sur la vapeur, c'est la même chose. On veut avoir une vanne qui ouvre et qui ferme tranquillement. Un petit bord valve, ça peut amener des problèmes. La deuxième photo que vous voyez ça ici, encore ça, c'était encore dans un système d'oxygène avec une concentration très élevée. Avec celui-là, la personne qui est le dessinateur du système, il a bien sélectionné sa vanne, vanne à pointeau, ça a bien été, sauf qu'il avait oublié de mentionner, quand il a fait sa commande, il avait oublié de mentionner, ça prenait un nettoyage spécial. Et quand vous voyez le dommage que ça a fait, un coup qu'on a mis eux autres qui ont mis le système en marche, ils ont eu un feu. Et puis, c'est à cause de le lubrifiant. Ils n'ont pas demandé des nettoyages spéciaux. Comme ça, il y a eu de la graisse ou un lubrifiant non compatible avec le système oxygène à l'intérieur de la valve, ça cause un problème. C'est des affaires qu'il faut qu'on regarde. Et puis, j'essaie d'amener dans cette présentation une coupe des affaires qu'on a vues en personne. Okay? Ça, c'en est un autre. Ça, c'était une vanne qui était installée dans un système hydrogène. En réalité, c'était du hydrogen sulfide. Okay? C'est une vanne stainless dans un système hydrogen sulfide. Il a même amené, ça c'est il appelle ça corrosion cracking. Okay? Cette photo-là, en réalité, c'est qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de ça ici, tout le tour de la valve. Okay? C'est du corrosion cracking à cause d'un hydrogène. Je pense que c'est sulfide d'hydrogène, ou hydrogen sulfide. Okay? C'est un produit très toxique, très dangereux, puis il attaque les stainless, etc. Puis ça ici, ça c'est le jointage pour lui donner l'étanchéité, c'est ça ici. Okay? Mais vous voyez comment il a été attaqué. Okay? C'est pour ça que, encore, compatibilité chimique, très important. Puis pour ça, on peut soit dealer avec des chartes de compatibilité ça existe, ou bien on peut y aller directement avec des fabricants, mettons le fabricant de hydrogen sulfide. Le fabricant de ça, on peut demander à eux autres parce qu'eux autres, ils vont savoir exactement c'est quoi les alliages qui sont acceptables avec cette média-là. Puis aussi, pour les joints, ils vont savoir exactement qu'est-ce qu'on peut installer. Okay? Mais si on n'a pas cette option-là, on a toujours les chartes de compatibilité génériques qu'on peut trouver sur l'Internet. L'environnement. L'environnement. C'est une vanne qui va être installée à l'intérieur, à 70 degrés, dans un entrepôt quelque part ou dans une usine quelque part. Il est à 70 degrés, tout est beau. Ou bien c'est une vanne qui va être installée carrément à l'extérieur. Surtout ici au Québec, avec nos hivers qu'on a, il faut calculer un minimum de moins 40 ou des alentours de moins 40 pour l'hiver, durant l'hiver. Ce n'est pas la même vanne qui va prendre moins 40 qu'une vanne qui va être à l'intérieur d'une usine. Il faut vraiment regarder ça. La température, c'est très important où est-ce qu'ils sont installés. Ou bien ça peut être, comme dans la deuxième photo, ça, c'est une vanne qui sera installée dans le fin fond de la mer. Mais c'est sûr et certain que là, avec les chlorures, à cause de l'eau salée, les chlorures, la pression, parce que c'est quand c'est creux dans la mer, c'est sûr et certain qu'il y a un autre genre de pression qui est sur l'extérieur. Ça veut dire que les vannes, ils se font attaquer par l'extérieur et non par l'intérieur. Ou bien un autre. Ça, c'est une photo de justement une installation qui avait été faite. C'est chez un de nos clients. Et puis, c'était une installation temporaire. Puis, comme on le sait, il n'y a rien de plus permanent que quelque chose de temporaire. Il faut faire attention avec ça. Vous voyez quand même que les systèmes, les tubes, les connexions, c'est tout en stainless, mais il y a quelqu'un qui a installé une vanne en acier au lieu de prendre du stainless, puis vous voyez qu'est-ce que ça fait. La vanne lui-même se fait attaquer de l'extérieur vers l'intérieur. Okay? Comme je dis, j'essaie d'amener une couple de photos des affaires qu'on a vues, les vraies affaires dans la vraie vie. OK? Puis quand on sélectionne notre vanne,
Bon, c'est quoi, c'est quel genre d'actionnement qu'on a besoin? Premièrement, c'est-tu manuel, c'est-tu électrique ou pneumatique? Ça, c'est bien important. Mais si on parle de manuel, tu as plusieurs sortes de poignées qu'on peut avoir sur nos vannes. Des leviers bien ordinaires, OK? Ou bien ça peut être la même vanne avec un poignet ovale. Okay? Une poignée ovale, il y a moins de chances que ça va être frappé par une coffre d'outils quand les gars ils frappent avec une coffre d'outils. Il y a moins de chances, mettons, que la vanne va être mise dans une position hors normale, okay? Avec un poignet de main. Ou ça peut être, c'est comme celui-là qu'on le voit ici. Ça, c'est une vanne, justement, alors, moi j'appelle ça dead man switch. Ça prend un mouvement pour la personne pour faire activer la vanne. Puis aussi, aussitôt qu'on lâche le poignet, il va retourner à sa position de commencement. Il va retourner à sa position soit normalement fermée, normalement ouverte. Ça dépend c'est quoi l'application. OK? Mais en anglais, on appelle ça un dead man switch. Parce que si le gars qui fait bouger, il perd la connaissance, mais à ce point-là, la vanne va fermer ou il va retourner à sa position d'origine. Ou bien, ça, c'est certain que tout le monde voit ça, c'est rendu tellement important, les vannes cannes à sable. OK? Ça, c'est très important. Puis, surtout dans les usines, c'est une question de sécurité. Si on ne veut pas avoir du monde blessé, c'est une question de sécurité. C'est pour ça qu'on a des lockets. OK? Ou ça peut être verrouillable. OK? Verrouillable et carnassable. Ça veut dire que ça prend deux mouvements pour être capable de faire fonctionner une vanne. OK? Premièrement, avec celui-là, il faut pousser, il faut pousser ici. OK? On pousse, ça rentre, puis à ce point-là, on est capable de faire tourner la vanne. OK? Puis un coup que on l'a fait bouger, on lâche. Ça ici, ça retourne, ça sort, et c'est là qu'on met notre cadenas. On peut le cadenasser dans une position ouverte ou bien en position fermée. Okay? Puis en parlant de l'actionnement de la vanne, soit manuel ou ceux-là, c'est pneumatique. On a une sélection soit pneumatique avec un ressort, il appelle ça spring return. Okay? On peut avoir double acting. Okay? Celui-là, ça prend de l'air pour l'ouvrir, l'air pour le fermer. Ou bien ça, c'est un actuateur linéaire. Okay? Mais quand c'est double acting, quand c'est avec un ressort, ça prend la pression pour faire bouger la vanne. OK? Puis aussitôt qu'il n'y a plus de pression, soit qu'on coupe l'air ou on coupe l'air, la vanne va retourner à sa position d'origine. OK? C'est soit normalement fermé, normalement ouvert, un ou l'autre. OK? Ça, c'est une partie, je sais qu'une bonne partie de vous autres travaillent déjà avec ça, avec les delta P. C'est très important. Mais avec celui-là, le CV, OK? Mettons si on veut atteindre 1 gallon par minute à travers un orifice de 1/4 de pouce. OK? Avec un bon valve, OK? Celui-là, c'est une vanne à billes. Une vanne à boisseau sphérique, je devrais dire, excuse-moi. Une vanne à boisseau sphérique. Avec celui-là, lui, il a une CV de 1,5. Puis vous voyez quand même, pour avoir 1 gallon par minute à travers un orifice, son orifice est 1/4 de pouce. Il va avoir un différentiel de pression de 0,7 PSI. OK? Par contre, une vanne à pointeau, pour avoir la même chose, 1 gallon par minute, OK? À travers de cette vanne-là, lui, il a un CV de 0,5, il va avoir un delta P de 6,5 PSI. Puis encore, pire que ça, c'est une vanne à membrane. Mais là, vous voyez, avec une vanne à membrane, lui, il a un CV de 0,2, puis ça prend un delta P de 35 PSI. Comment ça a été élevé? Ça, c'est quand même beaucoup de différence de pression. OK? Puis, n'oublie pas, le CV, c'est seulement un indicateur ou c'est seulement pour la grandeur de l'orifice. Ce n'est pas les connexions qui sont au bout de la valve, c'est l'orifice à l'intérieur de notre valve. OK? Plus qu'un CV, plus que ça agrandit, plus que notre chiffre de CV est élevé, plus qu'on va avoir un flow plus élevé. OK. Les différents types de connexions qu'on va trouver sur les différents types de vannes, c'est soit ceux-là, c'est soit des connexions switch lock ou bien à compression. OK?
Tu peux avoir les connexions filtrées. Tu peux avoir des connexions. Nous autres, on appelle ça zéro clairance. C'est un zéro clairance. Ça ne prend pas d'espace pour défaire une vanne dans un système. C'est les écrous qui reculent. Ce n'est pas le tubular ou ce n'est pas les tuyaux qu'il faut qu'ils reculent. C'est juste les écrous. Ça nous permet d'être capable de sortir une vanne simplement d'un système. OK? Puis je sais que souvent, c'est ça le problème. Pour être capable de sortir une vanne, il faut faire des lignes plus loin pour être capable de défaire une vanne. OK? Ou on peut avoir des connexions soudées après les vannes. Okay? Ça, c'est ceux qui sont très communs. Okay? J'ai rajouté ça parce que ça, c'est des exemples concrets qu'on voit dans l'industrie. J'ai trois différents types de. C'est une tige, celui-là, c'est une tige de réglage. Okay? Puis vous voyez quand même les dommages qui ont été faits après cette tige-là. Ça, c'est une tige de réglage. Puis lui, c'est un siège métal, ou les sièges, c'est métal sur métal. On le voit, la discoloration, comment il était poli, chaque fois qu'on le ferme, il est en train de polir la surface. Mais vous voyez quand même le dommage qui se fait avec ces types de connexions-là, ou avec ces types de tiges-là. Okay? Un autre, une bonne. Ça, c'est des sièges dans un bar valve. Okay? Une vanne à billes, une vanne à boisseau sphérique. Oublie pas, une vanne à boisseau sphérique, c'est pas pour contrôler un débit. Il se poserait être 100% ouverte ou 100% fermée. Okay? Puis ça, c'est justement l'exemple. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nos vannes quand sont seulement ouvertes à moitié ou un quart parce qu'on essaie de contrôler un débit. Une vanne à boisseau sphérique, c'est pas pour ça. C'est supposé être 100% ouvert ou 100% fermé. Okay? Un autre tige qu'on voit ici, on voit comment le tige a été usé. Mais ça, c'est un tige avec une tige mou, okay? Très, très, très bon avec des systèmes gazeux. Right? Mais avec ça, comme vous voyez quand même, il y a eu un petit peu soit trop serré ou un peu d'abus. Il était installé pendant longtemps sans être vérifié. Okay? Mais ça, je sais que vous autres, quand vous faites la conception des systèmes, vous ne voyez pas ces problèmes-là. Nous autres, on les voit, puis j'essaie de vous amener une couple de points de plus. Ah, d'accord, j'ai vu quelque chose, Brian me l'a mentionné. Il dit, vanne à billes, c'est carrément ouvert, vanne à boisseau sphérique, c'est 100% ouvert, 100% fermé. OK? Bon, si on regarde la qualité, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir une vanne à billes. Mettons, je vais utiliser une vanne à billes. On peut avoir une vanne à billes qui vaut 20 ou bien c'est une vanne à billes qui vaut 200 C'est quoi la différence entre les deux? C'est la qualité. Mais c'est une application qui est critique. OK? C'est une vanne que si cette valve-là ne fonctionne pas, il va y avoir une manque d'huile quelque part sur un bearing ou quelque chose. Ça commence à être critique, ces affaires-là. Ça, c'est bien important. C'est comme ça. Quand on regarde la qualité, il faut penser, c'est une installation ou une application critique. OK? Est-ce que la valve va atteindre les températures et les pressions maximum tout le temps ou assez souvent? C'est là, à ce point-là, on est mieux d'y aller avec un peu plus de qualité. OK? Puis la valve, mettons qu'on a installé une vanne de 20 et si cette vanne-là ne fonctionne pas, mais on fait arrêter une machine de papier qui nous rapporte 50 000 $ de l'heure. À cause qu'on voulait sauver un peu d'argent sur la valve, on risque de perdre beaucoup de milliers de dollars. C'est pour ça qu'il faut regarder une connaissance de notre système au complet, c'est vraiment important à ce point-là. OK? OK, le coût de propriété. Cost of ownership, comme on dit en anglais, c'est cost of ownership. À ce point-là, il faut regarder c'est quoi le prix initial. Y a-t-il des kits pour réparer ces valves-là? Aujourd'hui, sur le marché, tu as plein de valves qu'un coup qui fait défaut, mais tu n'as pas le choix, il faut l'enlever, puis il faut le mettre dans la poubelle, puis il faut mettre une flambant neuf. Mais encore, pour l'enlever, ça coûte il y a une main-d'œuvre qui va là-dedans. Parce que c'est jamais juste une question d'enlever une vanne. Il faut enlever d'autres choses pour être capable de sortir cette vanne-là. C'est le coût d'entretien, puis ça prend du temps. OK?
Puis après ça, tu as le coût de remplacement. Puis justement, à cause que tu as une vanne qui ne marche pas, est-ce qu'on arrête une machine de 50 000 à l'heure de marché? À ce point-là, les coûts ne sont pas pareils. Bon, dans le fonctionnement des vannes, ça c'est la troisième section. Fonctionnement de la vanne. Tu peux avoir des vannes carrément pour ouvrir, fermer des systèmes. Tu peux avoir une vanne pour contrôler un flot ou un débit. OK? C'est une vanne pour contrôler la direction d'un flot. C'est soit des vannes multiports, ça peut être des check valves, mais c'est des vannes directionnelles. OK? Les vannes pour contre la pression. OK? Puis tu as les vannes contre le surdébit, excess flow valve. OK? Dans le premier, dans ça, on a pas mal toutes les vannes en même temps. Ball valve. OK? Le premier qu'on le voit ici, regarde ça, c'est la photo d'un ball valve. On a mis des dessins intérieurs pour vous montrer c'est quoi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la vanne. Beauté de celui-là, c'est que c'est les moins coûteux. OK? C'est très bon. C'est un quart de tour d'activation comme avantage. C'est un quart de tour. Problème avec ça, désavantage avec un ball valve, c'est pas pour le réglage de flow. OK? Un butterfly valve ou une vanne à papillon. OK? Vanne à papillon. Ceux-là, comme vous voyez, ça, c'est le vanne lui-même. Très, très bon. Ouverte, fermée. On va être capable de contrôler un débit avec ça. Mais le problème avec cette valve-là, c'est que le disque, qu'on le voit dans le plein centre, le disque est toujours dans notre système. Puis si on a un système qui a un peu de particules à l'intérieur, c'est sûr et certain que ça peut apporter une usure prématurée sur le papillon à l'intérieur. OK? Les diaphragm valves, les vannes à diaphragme. Ceux-là, comme vous voyez, ceux-là, c'est des bonnes valves. Puis on peut les trouver dans des très grosses dimensions. Puis dans l'autre sens, on peut les avoir dans des très petites dimensions. Mettons, je parle de 1/4 ou 1/8 de pouce de diamètre. OK? Pour les systèmes, pour fabriquer des systèmes électroniques. OK? Ou bien les autres, on les voit de temps en temps dans les systèmes d'eau, dans les immenses vannes de 3-4 pieds de diamètre. OK? Très, très bon. Après ça, les vannes à guillotine. Vannes à guillotine, encore eux autres, c'est comme un ball valve. Ça, à l'intérieur, tu as très peu de restrictions de flow. Comme ça, c'est presque un full bore. OK? Donne un très bon contrôle sur le flow. OK? On est capable de contrôler un débit avec ça en même temps. Puis un coup c'est fermé, ça reste très étanche. Très, très bon. Avec ceux-là, le problème avec ceux-là, c'est que quand on les met dans haute pression, ils risquent d'être bruyants dans les hautes pressions. OK? Après ça, tu as des globe valves. Puis avec les globe valves, ceux-là aussi, très, très bons. On peut les avoir dans les différentes dimensions. OK? Puis c'est des valves qu'on peut les utiliser avec plusieurs produits, des produits chimiques qui sont super bons. En tout cas, c'est des bonnes valves. Puis après ça, tu as des petits plug valves. Des petits plug valves, là, on parle d'un quart, 3/8, 1/8, un quart, 3/8. C'est plus petit, c'est surtout dans les systèmes, on va trouver ceux-là, surtout dans les systèmes instrumentation. OK? Puis dans l'instrumentation, le problème avec ça aussi, c'est que tu ne peux pas les utiliser pour contrôler un débit. C'est comme un ball valve, c'est pas pour contrôler un débit, c'est 100% ouvert ou c'est 100% fermé. Bon. Ça ici, ça c'est justement, c'est un résumé de ce qu'on vient de voir. OK? C'est un résumé. Puis ça, c'est quelque chose que on peut vous envoyer ça après avec à la fin des questions. On peut vous envoyer ça si vous voulez l'avoir avec vous. Ça fait un résumé sur les valves qu'on vient de voir. OK? Donc, les vannes pour contrôler un débit. Justement, j'ai mis là-dessus, j'ai amené ça. C'est une vanne de Pointeau. Je vais vous montrer ça parce que ce n'est pas tout le monde qui connaisse les vannes de Pointeau, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et qu'est-ce que ça fait. Vannes de Pointeau, premièrement, sont
c'est unidirectionnel. OK? On a une entrée, puis on a une sortie. On ne peut pas les utiliser dans le sens contraire, et surtout avec la manière que les fluides, il faut qu'ils changent de direction. Ça ne fonctionnera pas en renverse. OK? C'est directionnel. OK? Il faut toujours regarder les garnitures. Où est-ce qu'ils sont les garnitures dans le système vis-à-vis les filets? OK? Les filets, comme vous voyez, celui-là, tu as ton média qui rentre ici, tu as ton orifice qui est là, la tige, et après ça, ça sort par là. Mais vous voyez qu'avec une garniture là, les filets sont à l'extérieur de notre système. Sur certaines valves, on va trouver que les filets sont dans notre système. Si c'est de l'huile ou si c'est de l'eau, ça ne dérange rien. C'est pas grave, mais si c'est des produits qui vont laver, qui vont enlever tous les lubrifiants dans les filets, ça peut causer beaucoup de problèmes. Okay? Ça peut être soit le lubrifiant qui rentre dans le système, qui n'est pas compatible avec le système. C'est des affaires vraiment à regarder. Puis encore, vous voyez ça ici. Celle qu'on vient de voir, c'est à peu près comme celui-là ici. OK? Cette vanne-là, comme vous voyez, les filets sont à l'extérieur du système parce que ta garniture est ici et puis les filets sont au-dessus. Comme avec cette valve ici, là, vous voyez que dans votre fluide qui rentre là, ça passe à travers l'orifice, puis ça sort là, mais en même temps, il y a une chance d'y aller directement dans les filets. C'est-tu dangereux pour le système? C'est-tu dangereux pour la valve? C'est-tu la graisse qui ne serait peut-être pas bon avec le système? C'est des questions à amener quand on fait une sélection. Puis aussi, un autre vanne à pointeau, puis celui-là que vous voyez, son garniture, c'est un O-ring qui est là. OK? Un O-ring, bon là, l'O-ring, c'est-tu compatible avec le média qui passe à l'intérieur? Ça, c'est des affaires qu'il faut vraiment regarder. C'est pour ça que, comme nous, on est là. Soit des représentants comme moi je suis là pour vous aider. Notre service à clientèle, ils sont là pour vous aider à faire vos sélections. Si vous avez des questions, on est toujours là pour vous aider. Okay? Bon, dans les vannes à pointeau, tu as différents types de tiges. Dans les tiges, on va dire que celui-là, c'est un type de tige, on va dire que c'est un V-stem. OK? En réalité, ce n'est pas exactement le cas, mais c'est similaire à un V-stem. Puis c'est le shape du bout du tige qui est important. OK? Ça, c'est un V-stem. Ça, c'est une vanne de réglage, OK? Mais avec un siège métal sur métal. Ou bien tu peux avoir une vanne de réglage avec un siège mou. Mais là, vous voyez, regarde la différence. Avec ce type de tige-là, quand je viens pour l'ouvrir, vous allez voir qu'un coup, ça c'est le graphique que je regarde, un coup que j'atteins à peu près je tourne 2 fois, OK? Et vous voyez le nombre d'ouvertures, le nombre de tours pour ouvrir la valve, il est à 2, mais à 2 tours, je suis à full capacité. Mais par contre, une vanne de réglage, vous voyez, regarde, ça va prendre 5 tours, OK, avant d'avoir un flow complet sur la vanne. Ça veut dire qu'on est capable de contrôler le flow, OK? Une ouverture lentement, puis une fermeture lentement, puis une bonne contrôle entre-temps. Et puis, celui-là, comme j'ai dit, c'est un siège de métal, OK? Ou bien un siège mou. Quand est-ce qu'on va utiliser un siège mou au lieu d'un siège de métal? C'est si on deal avec des gaz. Quand c'est des gaz, on ne veut pas avoir un siège de métal sur le métal, on veut avoir un siège mou pour des systèmes gazeux. OK? Bon, après ça, les vannes directionnelles. C'est soit, ça peut être une vanne, un 2 voies, pas un 2 voies, mais un 3 voies, 4 voies. Ça, c'est les différents types de vannes de direction, ou ça peut être aussi un check valve. OK? Ou une vanne anti-retour. Dans les vannes, là, j'ai mis des 3 voies, 4 voies, 5 voies, 6 voies, puis 7 voies. Comme avec cette valve-là, un 3 voies. Parce qu'un 2 voies, oublie pas, un 2 voies, c'est pas une vanne multiport. Okay? Un 2 voies, c'est carrément, c'est comme le switch de lumière. C'est soit allumé, c'est soit fermé. Un ou l'autre. Okay? Mais avec ceux-là, tu peux avoir un flow. Soit tu peux avoir 2 entrées, puis une sortie, ou tu peux avoir une sortie, puis une entrée, puis 2 sorties. OK?
parce que ces vannes-là sont bidirectionnelles. Okay? Les vannes multiports sont normalement bidirectionnelles. Okay? Ça, c'est un 3 voies. Okay? Tu as ça dans le 4 voies. Okay? Puis c'est tous des perçages différents. Puis le beauté d'utiliser une vanne, mettons un 4 voies ou un 6 voies, ça peut éliminer la nécessité d'avoir multiple valves pour faire une job. On peut faire des fois avec une vanne, on peut faire le job de 2 ou 3 vannes. OK? Et puis, comme un autre, comme le 5 voies puis le 7 voies, regarde sur le 5 voies, on voit que tu as soit une entrée, 4 sorties, ou tu peux avoir 4 entrées, une sortie. Puis c'est la même chose pour le 7 voies. Vous voyez que quand même, ça, c'est la sélection, quand on est en train de faire la sélection des vannes. Encore, ça va avec le système. Est-ce qu'on est capable d'éviter d'installer une vanne de plus en utilisant ces types de vannes-là? Okay? Une valve au lieu de 2, sûr et certain que ça va être moins coûteux, une valve au lieu de 2. OK? Puis, tu as différents types de perçages à l'intérieur des vannes. Encore avec ça, c'est tellement important que quand on fait une sélection d'une vanne, il faut regarder les brochures. Soit regarder les brochures ou avoir de l'aide de quelqu'un qui connaît les brochures. Parce qu'il y a tellement de possibilités. Comme avec ceux-là, tu as les perçages spéciaux qui nous amènent à quelque chose de complètement différent, une vanne complètement différente, juste à cause des perçages. Okay? C'est pour ça qu'il faut vraiment savoir, quand on fait une sélection, il faut lire les brochures, il faut les connaître, il faut connaître les vannes qu'on est en train de sélectionner. Okay? Ou bien ça peut être encore dans la direction. Comme vous voyez avec celui-là, ça c'est un check valve, une vanne clapet anti-retour. Excuse-moi, j'utilise des anglicismes parce que ça fait 30 ans qu'on parle des check valves, et ce n'est pas des clapets anti-retour. Je m'excuse pour ça. C'est pour ça que j'utilise des mots en anglais et en français. Mais c'est une clapet anti-retour. Normalement, le flow de ça, on a un flow qui rentre à gauche, puis ça s'en va, puis ça sort à droite. Puis vous voyez ça ici, ça c'est ça ici, c'est pas le clapet, mais ça c'est un genre de piston qui bouge. OK? Il est tenu en place avec un ressort. OK? Mais son flow, puis sa position normale, ça sera ouverte. OK? Que le poppet n'est pas à sa place, il est ouvert. OK? Puis tu as un flow qui passe de là. Aussitôt que tu as un back pressure, c'est certain que le poppet, lui, il va se fermer. OK? Puis il va éviter que tu n'as pas de backflow, tu n'as pas de flow dans la mauvaise direction. OK. Ça, j'ai mis ça là parce qu'on a souvent les questions de nos clients. Les clients, ils ne comprennent pas, ouais, mais comment se fait que j'ai une pression de tarage normale, j'ai une plage de pression de tarage, puis j'ai une pression d'étanchéité. Parce que c'est un morceau mécanique. Okay? On utilise un ressort, okay, pour garder un genre de fermeture. On utilise un ressort. C'est pour ça que, mettons, normal cracking pressure de 1/3 de PSI, okay, ça risque de prendre jusqu'à 3 livres pour être capable de l'ouvrir. Parce que c'est soit que le système se fait longtemps qu'il n'a pas été en marche, ça peut être le O-ring qui est un petit peu collé en place. Ça peut prendre jusqu'à 3 livres pour l'ouvrir. OK? Mais dans l'autre problème, l'immense problème, c'est que ça prend un back pressure pour le fermer. OK? Ça peut prendre jusqu'à 6 livres pour le fermer, bubble tight. OK? Qu'il soit vraiment étanche. OK? C'est pour ça que j'ai souvent la question, mais Brian, j'ai le système, il marche à 100 livres. Quelle pression d'ouverture que je vais prendre? À ce point-là, moi, je demande toujours, mais votre système est à 100 livres, prends le ressort le plus élevé possible. Puis dans ce cas-là, ça, c'est notre série CH. Dans ce cas-là, tu as une possibilité de 1/3, 1 livre, 5 livres, 10 livres, ou bien 25 livres. Puis le beauté avec un 25 livres, oui, ça va prendre 20 à 30 livres pour le faire ouvrir, mais c'est pas grave. On travaille quand même à 100 PSI. 20 à 30 pour l'ouvrir. Mais dans l'autre sens, ça ne prend aucun back pressure pour le fermer étanche. Le ressort, il est assez fort pour pousser le clapet pour le fermer comme il faut.
Aussitôt qu'on a 17 livres sur ce bord-là, ça ne nous prend pas un back pressure, c'est juste quand la pression d'entrée ici, au lieu d'être à 25 livres et plus, il descend à 17 PSI à ce point-là, le van va fermer automatiquement. OK? Ça, c'est la beauté d'utiliser le ressort le plus élevé possible. OK? Et puis après ça, encore, vous voyez comment ça fonctionne. Ça ici, c'est ça que je parlais tantôt. Ça, c'est un genre, moi j'appelle ça un piston ou c'est un piston. En réalité, c'est un piston qui bouge, il est tenu en place avec un ressort. OK? Puis dans l'autre sens, ça, c'est un clapet à lever vertical. OK? Puis ça prend juste la gravité pour le refermer. Ça ne prend pas un back pressure. Aussitôt que tu n'as aucun flow à l'intérieur, lui, si tu n'as pas fait là, à cause de la gravité, il va refermer. OK? Mais par contre, s'il y a un back pressure, vous voyez quand même le back pressure, il va le fermer. Plus que tu as de pression dans la mauvaise direction, plus il va fermer, plus que ça va être étanche. J'ai eu un exemple exprès là-dedans. Justement, dans une pâte de papier, le système qu'il utilisait, c'était l'eau était très sale. Il y avait plein de fibres de bois dans l'eau. Puis, qu'est-ce qu'on trouvait? C'est que les check valves, ils ne fonctionnaient pas parce que qu'est-ce qui passait à l'intérieur? C'était de l'eau, plein de fibres de bois. Les fibres de bois, ils restaient pris dans les ressorts. OK? On a corrigé le problème. On a dit, OK, fine, si c'est le cas, mais on va mettre un check valve qui n'a pas de spring à l'intérieur. Justement, on est allé avec un genre de check valve de même, puis on a éliminé les problèmes instantanés. Il n'y avait plus de problème après ça. Okay? Juste pour vous donner une idée, certaines places où un check valve va marcher mieux qu'un autre. Puis c'est la même chose pour les ball valves. Des fois, il y en a un qui fonctionne mieux que l'autre. Il faut juste savoir c'est quoi le système au complet. Puis là, vous voyez quand même ça ici, c'est un type de fermeture, soit à bille, okay? Ou bien c'est un clapet. Okay? Puis l'autre sorte de check valve qu'on n'a pas parlé encore, l'autre sorte de check valve qu'on a, c'est des check valves avec qui sont ajustables. Okay? Mettons, pour une raison ou une autre, on veut vraiment avoir un contrôle sur où on veut ajuster notre pression d'ouverture et de fermeture nous autres mêmes. On a des check valves qui sont ajustables. Okay? J'ai entendu ça assez souvent. Mais Brian, je vais utiliser un check valve comme une vanne de sécurité ou un relief valve. C'est pas, comme vous le savez, c'est pas exactement la même bébête. Si on parle d'un check valve, un check valve, c'est conçu pour être ouvert. Okay? Quand ça fonctionne, il est ouvert à 99% du temps, il va être ouvert. Par contre, un relief valve, lui, la conception est faite qu'il est supposé être toujours fermé. Okay? Puis lui, il est ouvert juste en cas d'un problème, il va être ouvert. Okay? Comme ça, c'est totalement deux affaires totalement différentes. Et puis, c'est pas une sécurité. Si on met un check valve, c'est pas une sécurité. Ça risque de nous amener plus de problèmes que d'autres choses. Okay? Si c'est pas une vanne de sécurité contre la surpression, il faut vraiment y aller avec un relief valve. Okay? Puis dans les relief valves, comme celui-là, c'est celle qu'on a déjà vue. C'est qu'est-ce qu'on appelle un proportional relief valve. Okay? Ouais. Justement, sa position de travail, comme vous voyez, est toujours fermée. Okay? Mais un coup, ça va être dans le système, le système de média, il va être là. Aussitôt que vient, pour une raison ou d'autre, la pression monte. Si ça monte, le pointeau qui est tenu en place avec un ressort, s'il pousse assez fort, il va ouvrir, il va domper un peu de pression. Puis aussitôt que la pression dans le système rebaisse, le pointeau, lui, il va refermer. Il est fait pour être toujours fermé. Il est seulement couvert s'il y a un overpressure. OK? Ça, c'est avec celui-là. Bon, c'est soupape de sécurité. Ce n'est pas la même affaire. Soupapes de sécurité sont souvent, ils marchent par
code sont. Puis le côté de ça, c'est que lui, sa position de travail, normalement, il est toujours fermé. OK? S'il y a un overpressure à ce point-là, il va ouvrir, puis quand il ouvre, il va faire un clac, il va ouvrir, puis il va rester ouvert jusqu'à temps qu'il y a quelqu'un qui vient pour faire un reset. OK? Ça veut dire que c'est la personne qui va venir faire le reset, puis sûr et certain, il va vérifier, bon, OK, pourquoi il est ouvert? Ça nous assure d'avoir quelqu'un qui vérifie le système. OK? Puis le dernier qu'on a, c'est un safety relief. Ça, c'est la même affaire que le premier qu'on a vu, comme relief valve. C'est la même affaire, sauf qu'eux autres sont accrédités par les codes. OK? Puis lui, à 110 de son set pressure, à 110 il va être à 100 ouvert. OK? Comme ça, il donne seulement qu'une plage de 10 OK? Puis de overpressure, tu peux monter juste 10 puis à 10 il est 100 ouvert. Puis il va domper la pression jusqu'à temps que la pression redescend. OK? Puis ça, ici, quand on est en train de sélectionner des vannes contre la surpression, c'est vraiment, il faut penser à la personnel en premier. Il faut protéger le personnel. Les employés qui sont là aujourd'hui, on veut qu'ils retournent à la maison ce soir, puis ils reviennent demain prêts à travailler. Un accident de travail, ça ne se paye pas. C'est un coût très élevé, soit pour la personne, soit pour la compagnie. On veut éviter ça le plus possible. Puis aussi, il faut, quand on est en train de sélectionner des vannes pour la surpression, il faut savoir, c'est-tu juste pour régler une pression? Aussi, est-ce qu'on va avoir de l'entretien à faire après cette vanne-là? Si c'est une vanne qui est là avec les codes, etc., des fois, c'est le code qui exige cette vanne-là, il faut que je sois testé une fois par année ou une fois par 6 mois. C'est des coûts reliés à ça. Puis, c'est-tu des fluides visqueux? C'est-tu sur un système à bière ou c'est-tu sur un système oh my God, qu'on mette sur les toitures? C'est un liquide noir, là. C'est-tu vraiment visqueux ou c'est-tu très, très clair? C'est vraiment important. Ça, c'est toutes des affaires qu'il faut regarder. Puis, il faut absolument savoir la température. C'est quoi la température de notre système encore? Une vanne contre la surpression. N'oublie pas, à l'intérieur, tu as un ressort. Puis, cet ressort-là, avec la température, est-ce qu'il va venir plus mou ou il va venir plus dur? C'est important de savoir. C'est surtout avec la température qui monte. Le spring, il va devenir plus mou, ça, c'est sûr. OK? Puis le dernier valve qu'on va regarder, c'est une vanne qu'on le voit assez souvent. C'est un clapet pour le sub-débit, excess flow valve. Ça, c'est quand c'est installé, c'est pour protéger que, mettons, si pour une raison ou l'autre, il y a un bris dans le système, on ne veut pas avoir un flow sans contrôler qui sort. À ce point-là, on met un clapet de sub-débit. Clapet de sub-débit, c'est similaire à un check valve. OK? Similaire, mais ce n'est pas la même chose. Ça ici, vous le voyez, sa position. Qu'est-ce qu'on le voit en bleu, ça ici? La section en bleu. Ça, c'est le piston qui bouge. OK? Sa position normale, ça serait ici. OK? Et puis, il laisse passer, le média passe à travers, puis ça s'en va. Mais juste un peu plus loin, downstream, si jamais il y a quelqu'un qui ouvre une valve par erreur, ou bien il y a un bris dans le système, OK? Là, on ne veut pas avoir un flow non contrôlé. Avec ça, avec un excess flow valve en anglais, ou capacité de sub-débit, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va fermer, OK? Puis là, vous le voyez, ça ici, là, il est dans sa position de fermer. Aussitôt qu'il y a un sub-débit, clic, il n'y a pas le choix, le poppet ou le piston, il s'en va, puis il ferme. Il va éliminer 95 du flow. Il va laisser passer 5 OK? Puis la raison pour ça, c'est que, mettons que c'est pour une raison ou l'autre, c'est une valve qui est ouverte par erreur, il ferme la valve. Mais là, à cause qu'on laisse passer 5 aussitôt que la pression est égalisée les deux bords, OK? Le flow va rétablir. OK? On va avoir un flow qui va continuer. Comme ça,
il n'y a pas d'ouvrage à faire, il n'y a pas d'inspection à faire, et automatiquement, il va repartir son flot. OK? Et puis, ça complète les différentes vannes que je voulais parler avec vous aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je veux que vous gardez dans la tête? Vraiment, vraiment important de savoir notre système au complet. On ne peut pas faire une sélection juste avec un peu d'informations. Va chercher le plus d'informations possible pour être sûr qu'on fait une bonne sélection. OK? Puis la compagnie qui fabrique le média que vous êtes en train d'utiliser, ils vont être capables de vous aider avec eux autres vont être capables de vous aider avec les éléments dans les vannes, soit les corps, ou soit les joints. Ils vont vous aider avec le bon matériel qui fonctionne. Puis, si on n'a pas de ça, il y a toujours les chartes de compatibilité qu'on peut trouver sur l'Internet. OK? Puis, avant de faire votre sélection, OK, vérifiez toutes les spécifications dans le catalogue. C'est très important qu'on lit les catalogues ou les brochures sur les vannes qu'on est en train de sélectionner. Il faut prendre le temps pour s'assurer encore qu'on parle de sécurité pour le monde qui sont autour de cette vanne-là. Il faut vraiment regarder en profondeur. OK? Si vous avez des questions de plus ou si vous avez des systèmes que vous aimeriez avoir de l'aide, j'ai 30 ans d'expérience. Ça me fait plaisir de vous aider n'importe quel temps, soit communiquer avec moi par email ou bien par mon téléphone. Je peux vous aider, ça me fait plaisir. OK, puis si vous avez besoin d'un certificat pour votre présence au webinaire aujourd'hui, juste envoyer une petite note à Solange, elle va s'occuper de vous. OK? Et puis, regardez, check vos emails dans les prochaines semaines. On va vous envoyer des informations sur notre série 60. C'est notre vanne très populaire. C'est notre série 60 disponible de 1/8 de pouce jusqu'à 2 pouces de diamètre. Et puis, c'est une vanne en 3 morceaux. Je ne dirai pas plus que ça. Vous allez le voir quand ça va rentrer dans les prochaines semaines. La prochaine formation, c'est demain avec moi en anglais. Cette formation-ci en anglais. Puis après ça, des différents types de certifications qu'on peut avoir pour nos produits. OK? C'est soit des Certificate of Conformity, ça peut être des CRM. Thomas, il est très bon là-dedans, il va être capable de vous aider, puis il va vous montrer c'est quoi les différents certificats qui sont disponibles. Après ça, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que comme je dis, je vous avais ramené au début, puis j'espère que c'était quelque chose qui va vous aider dans le futur. Puis si moi-même, je peux vous aider, ça me fait plaisir n'importe quel temps. À ce point-là, je pense que je vais demander que Jean-Michel revienne s'il y a des questions. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Brian, pour la présentation. Bon, on a eu quelques questions durant le webinaire que j'ai répondu. Par contre, il y a une question qui vient juste de rentrer. En fait, c'est sur la sélection des composantes pour les systèmes sous vide. Donc, avez-vous des conseils de sélection pour les vannes pour les systèmes à ultra haut vide? Puisque les vannes sont faites pour les hautes pressions, il n'est pas évident de connaître les taux de fuite. Je peux répondre ou si tu veux y aller, Brian. OK. Mettons pour les vides très élevés, je vais être obligé. Je sais qu'il y a des compagnies qui spécialisent dans ces types de vannes-là. Parce que ça dépend de la conception les valves. Il y a certaines valves qui sont capables de prendre beaucoup plus de vide que d'autres. Ça dépend vraiment c'est quoi l'application. C'est peut-être quelque chose que je peux essayer d'avoir plus d'informations de la personne qui a posé la question, Jean-Michel. Oui, ou sinon, je peux peut-être en prendre une portion. Oui, le vide, habituellement, c'est des applications qui sont quand même compliquées. Encore là, comme on disait durant la formation, il faut vraiment voir le portrait global. Chez Swagelok, on a des valves qui sont bonnes, qui sont excellentes même sur le vide. On va parler de valves à diaphragme. On va parler de bellows valve. Grosso modo, c'est comme une valve à pointeau, simplement que l'étanchéité est faite différemment. OK, donc, ce n'est pas fait avec un packing, c'est fait avec un bellows. Donc, c'est des valves qui sont bonnes pour les applications avec des vides poussés. Chez Swagelok, toujours, on a des tests qui sont faits en usine en mode vacuum
Parce qu'encore là, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'une valve en vacuum ne travaillera pas comme une valve en pression positive. Le plus compliqué, souvent, c'est de déterminer c'est quoi le niveau de vide que vous voulez atteindre. Donc, ça, c'est avec une. Donc, si vous connaissez déjà votre taux de vacuum, ben, on peut en discuter. On peut partir de là. Sinon, ben, c'est que voir avec le type d'application. Puis, au-delà des valves pour les systèmes sous vide, qu'est-ce qui est hyper important, c'est le type de connexion que vous allez avoir sur la valve. Une application avec un vide très élevé, vous n'aurez pas de connexion de type fileté, de type NPT, donc au minimum compression, connexion VCR, donc des connexions de surface. Donc, ça va être ce genre-là à connecter. Donc, 10 à moins 9 millibars en VCR, ouais. Peut-être qu'on peut voir avec votre application en particulier, mais oui, chez Swagelok, on a des valves qui vont dans ce genre de vide-là. C'est pour ça, Jean-Michel, que je pensais que je voulais avoir un petit peu plus d'informations du client pour être capable d'aider à faire une sélection. Parce que aussi, Swagelok, qui font des tests, ils savent nos valves jusqu'à quel point ils sont capables de prendre des vides. C'est pour ça que si la personne qui a posé la question, s'il peut nous envoyer un petit peu plus d'informations, puis on va essayer de sélectionner une valve pour lui. Oui, j'ai toutes les informations du client, puis on va le contacter. Great. Parfait. Okay. Il y en a d'autres choses? Il y avait un peu des questions par rapport au check valve. Un point que, bon, par rapport il y avait, est-ce que les ressorts des check valves doivent avoir une maintenance à certaines fréquences? OK. Dans un temps normal, je vais dire non. Par contre, ça dépend quand même du système. Comme l'exemple que j'ai donné, qu'une vanne, un check valve qui est installé dans de l'eau qui avait beaucoup de fibres, si on le sait ça, je sais que ce client-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont établi un service de maintenance sur les check valves, justement pour les nettoyer. Mais ça dépend, c'est pas la conception de la check valve, c'est vraiment le système. Qu'est-ce qui passe à l'intérieur qui peut amener un entretien nécessaire? Ou bien, comme j'ai fait avec eux autres, on a sélectionné carrément un lift check qui a éliminé les problèmes. Mais pour dire qu'il y a un temps, une spécification sur l'entretien, sur les ressorts, non, il n'y en a pas. Ça dépend des systèmes. Oui, c'est ça, exactement. Donc, dans le fond, comme n'importe quelle composante fluide, grosso modo, ça va prendre, ça peut demander une maintenance. Par contre, peut-être un point aussi qu'on n'a pas, c'est que comme n'importe quelle composante mécanique, donc un ressort, si le ressort n'a pas travaillé pendant un certain temps, donc imaginez que vous avez une valve donc une check valve que vous avez achetée il y a 5 ans, 10 ans, mais ça se pourrait que la première fois que vous allez l'ouvrir, que la pression de tarage, donc que la pression de cracking pressure soit plus élevée que celle qui est marquée dans le catalogue. OK? Donc, il faut comme un peu réveiller la valve. Je ne veux pas dire la réveiller, mais dans le fond, il faut la mettre en service. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération au moment du start-up, c'est de faire cycler les ressorts pour les remettre en condition là, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a une plage de pression d'ouverture. Les premières fois, c'est plus élevé. Après ça, s'il ouvre une fois par minute, ce serait pas, il va être très proche à le cracking pressure. Donc, si vous avez des systèmes avec des basses pressions, souvent avec les check valves, les plus grandes difficultés qu'on a à sélectionner, c'est avec les basses pressions, pas avec les pressions élevées. Puis aussi, bon, c'est quel type de check valves qui sont les meilleurs avec les gaz comprimés. Donc, habituellement, les check valves à ressort et aussi plus que la back pressure, donc la contre-pression est élevée, donc plus que la contre-pression va appuyer sur le ressort puis sur le poppet, meilleure l'étanchéité vous allez obtenir avec cette check valve-là. Ouais. Donc, ça résume pas mal les questions. On n'a pas d'autres questions. On est arrivé à 11h30.